Bonjour, bienvenue sur Z. Aujourd'hui, on va parler du cerveau, de l'esprit critique et des jeux vidéo. J'ai le plaisir de recevoir Célia Odent, une psychologue un peu particulière, puisque sa spécialité à elle, c'est le game. Son parcours professionnel est incroyable. Elle a travaillé avec les plus gros studios de jeux, elle donne des conférences dans le monde entier, et c'est grâce à elle que Fortnite a connu son succès interplanétaire. Bonjour Célia, comment vas-tu? Bonjour Aiden, comment vas-tu? Bah, ça va moi? Oui, alors après, c'est pas que moi, hein. Fortnite, c'est une grosse équipe qui a travaillé sur Fortnite. Alors, première question. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? Comment tu as réussi à travailler dans le monde du game design? C'est un peu long, j'essaie de raccourcir le plus possible. J'ai un doctorat en psychologie cognitive. Donc, la psychologie cognitive, on se spécialise sur les processus mentaux, comme par exemple l'attention, la mémoire, le langage. Et je me suis retrouvée à travailler dans les jeux vidéo parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo et que ça m'intéresse de comprendre, le jeu de façon générale. Donc j'ai travaillé chez Ubisoft, en France, à Paris, parce que je suis parisienne à l'origine et puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler, à Ubisoft Montréal. Donc j'ai travaillé sur, des gros jeux. Après j'ai travaillé chez LucasArts, j'ai bougé donc à San Francisco. J'ai travaillé sur des jeux, Guerre des étoiles et puis j'ai fini chez Epic Games, donc à travailler sur pas mal de jeux, y compris, Fortnite. Donc moi, mon but, c'est d'essayer d'appliquer nos connaissances en psychologie cognitive afin d'améliorer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc en anglais, on appelle ça UX ou UX pour User Experience. Et l'idée, c'est au lieu de demander aux humains de s'adapter à un objet, comme par exemple si tu veux utiliser un ordinateur ou même un simple objet comme physique, comme ouvrir une boîte de conserve, au lieu de demander aux humains de s'habituer, de trouver un outil pour le faire fonctionner, on va adapter l'objet ou le système à l'être humain. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'ergonomie. Donc, l'ergonomie physique, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va créer des ouvertures faciles pour que l'être humain n'ait pas besoin d'utiliser un outil pour ouvrir une boîte de conserve. Mais dans les objets plus numériques, on va dire, c'est ce qu'on appelle de l'ergonomie cognitive. Et donc, on va anticiper les biais et les limites du cerveau humain afin de faire en sorte que ce soit un site internet, une application ou un jeu vidéo, elles soient adaptées, aux humains qui vont, l'utiliser. Donc, voilà, on essaie de comprendre les limites en perception. Par exemple, on sait qu'on va pas tous percevoir la même chose. Les limites en attention, c'est très difficile de gérer, de garder enfin, de faire attention à trop d'éléments en même temps. Donc on va essayer de faire attention à pas surcharger, le joueur, par exemple, de trop d'informations. Ou en tout cas, surtout au début de jeu, on va essayer d'étaler dans le temps ce qu'on va essayer d'apprendre aux joueurs, ou aussi les limites en mémoire. On sait qu'on n'a pas une bonne mémoire, donc on va, donner des informations aux joueurs un peu tout le temps. Donc par exemple sur, ce qu'on appelle le HUD en anglais, donc c'est Heads Up Display. En français, on appelle ça l'affichage tête haute. En fait, c'est ce qu'il y a sur ton écran. Par exemple, le nombre, de munitions que tu as si tu joues à un jeu de combat, quelles sont les habilités, les armes que tu as, quels sont les matériaux que tu as. Ça, tu as pas besoin de t'en rappeler. Donc on affiche un certain nombre d'informations aux joueurs pour qu'ils aient pas besoin de s'en rappeler. C'est ça en gros mon métier, pour simplifier. C'est impressionnant. En tout cas, c'est très amusant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'esprit critique et à la zététique. Mmh. Justement, quelle place il joue dans ton métier? Bah, c'est primordial parce que justement, dans mon métier, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le jeu vidéo, qui collaborent pour sortir un jeu vidéo. Ça peut être très, très long. Un jeu comme Fortnite, ça a pris des années, ça a pris à peu près 6 ans, pour sortir, et il y a beaucoup de gens qui travaillent, dessus. Donc par exemple, il va y avoir des artistes, il va y avoir des designers, il va y avoir, des programmeurs, il va y avoir des managers qui vont s'assurer qu'on fait les tâches dans le bon ordre et cetera. Il y a énormément de gens qui travaillent sur le jeu vidéo, et évidemment tous ces gens-là vont avoir une opinion sur qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont, comment on règle les problèmes. Et en plus, le jeu vidéo, c'est assez particulier parce que c'est pas un outil, c'est de l'art. Donc c'est un peu comme le cinéma, donc on a quand même une vision artistique, donc qui aussi c'est beaucoup d'opinions, mais c'est un art qui est interactif.
C'est-à-dire que dans le cinéma, par exemple, si les spectateurs ne comprennent pas trop ce qui se passe, ben, le film va quand même se dérouler. Mais même dans le cinéma, il y a beaucoup d'efforts qui est fait justement sur la mémoire. On va couper, on va monter un film d'une certaine façon à ce que les gens vont se rappeler de quelque chose qui s'est passé avant pour pouvoir suivre le film. Dans un jeu vidéo, c'est encore plus compliqué parce qu'on doit laisser de la liberté aux joueurs et si les joueurs ne comprennent pas, ben, ils ne peuvent pas avancer dans le jeu. Et donc, comme il y a beaucoup d'opinions, ce qui est important, c'est justement d'avoir un esprit critique et d'avoir une démarche un peu plus scientifique afin de comprendre quels sont les problèmes que les joueurs, rencontrent et au lieu d'aller avec, notre impression, et notre intuition, on va essayer d'avoir une démarche un peu plus une démarche un peu plus objective, pour régler les problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a une démarche un peu scientifique. Elle est assez légère, hein, parce qu'on n'est pas, c'est pas de la recherche, hein, fondamentale que l'on fait. Mais, au lieu de se fier à nos intuitions, on va, avoir une démarche scientifique qui nécessite de l'esprit critique, pour objectivement comprendre ce qui ne va pas dans le jeu afin d'améliorer le jeu et ainsi offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. D'ailleurs, toi qui connais les faiblesses de notre cerveau, c'est lequel ton biais cognitif préféré et celui dont tu te méfies le plus? Alors je ne sais pas si c'est mon préféré, mais c'est vrai que j'aime bien l'erreur d'attribution fondamentale. On appelle ça aussi le biais d'attribution. C'est, la tendance qu'on a quand on échoue à blâmer, le contexte. C'est pas ma faute, c'est parce que, voilà, c'est les jeux vidéo ou parce que, un examen qu'on a raté, c'est la salle était pas bien installée ou je voyais pas bien et quand on réussit quelque chose, c'est jamais, grâce au contexte, c'est juste grâce à nous. Donc c'est une erreur d'attribution et on a tendance à à se mettre en avant, quoi qu'il arrive. Donc il est un peu rigolo celui-là, mais enfin il est assez stressant quand même. Donc ça, ce serait mon préféré parce on doit tous faire attention à celui-là. Et celui dont tu te méfies le plus, c'est lequel? Hem, Celui dont je me méfie le plus, je dirais peut-être ils sont tous assez stressants, mais l'effet, tu sais, Dunning-Kruger? Donc ça, c'est, le fait que quand tu ne connais pas bien quelque chose, tu as tendance à être, très confiant dans ce que tu penses sur un sujet et moins on connaît quelque chose sur un sujet, plus on est confiant, dans nos connaissances sur ce sujet et je trouve ça très dangereux, et c'est très difficile à contourner parce que quand on discute avec des gens, comme ça peut arriver, qui vont parler d'un domaine qu'ils connaissent pas du tout et qui vont avoir, une impression très forte, une intuition très forte, ils vont en général, ils vont être assez véhéments sur ce sujet-là et c'est très compliqué quand on parle de là, d'essayer d'expliquer tout ce domaine, et d'essayer de faire comprendre qu'il y a plein d'éléments qui sont pas pris en compte et quand tu couples ça avec la dissonance cognitive qui fait que, quand on commence à avoir l'impression, qu'on n'est pas compétent, à arriver à faire quelque chose, et qu'on ça c'est difficile à gérer pour notre cerveau parce qu'on n'aime pas cette sensation-là. On va tendance à rejeter, l'autre qui remet en doute notre compétence et donc ça devient très difficile après justement, pour se remettre en question et c'est sans doute ce qui me fait le plus peur parce que si on n'arrive pas à se remettre en question, on ne peut pas avancer et donc l'effet de Dunning-Kruger, couplé à la dissonance cognitive, je pense que c'est le biais le plus, qui entrave le plus cette habilité à nous remettre en question. Alors j'ai plein de questions sur la façon dont on construit un jeu vidéo. Quelles sont les astuces des game designers pour que le jeu donne envie de jouer ou de revenir jouer? Oui, bah, c'est tout le but d'un jeu vidéo. C'est bien la grosse différence entre, un outil comme, tu vois, se servir de Zoom pour faire des conférences ou d'un ordinateur pour faire ce qu'on a envie de faire. Tout l'intérêt d'interagir avec un système comme un jeu vidéo et que ce soit engageant et qu'on a envie de rejouer. Donc ça, c'est le travail des game designers. Les game designers, eux, s'occupent d'établir les règles
du jeu et aussi d'établir des systèmes. Un jeu comme Fortnite, surtout dans le mode sauver le monde, c'est surtout ce mode-là sur lequel j'ai travaillé. Il y a beaucoup de systèmes. Donc, par exemple, il y a le système, de développement, des armes, il y a le système de développement, de ta base, il y a le système de construction. Donc, il y a plein de systèmes. Par exemple, combien de matériaux il faut qu'on ait pour se développer et donc il y a tout un effort de fait pour s'assurer que, on va pas s'ennuyer au bout d'un moment. Qu'il y ait pas un moment où on a l'impression, bah, OK, j'ai compris le jeu, il y a c'est un peu trop en surface, il y a pas vraiment de profondeur dans le jeu, donc ça a plus aucun intérêt. Donc c'est leur travail, c'est ce que font les game designers. Moi après mon travail, c'est de m'assurer, que justement on prend en compte, bah, les choses qui sont importantes dans la motivation humaine. Donc il y a 2 types de motivation, principales, on va dire, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, il y a la motivation extrinsèque, donc la motivation de faire quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose d'autre. Et tu as la motivation aussi intrinsèque. C'est quand tu es motivé pour faire quelque chose pour le plaisir de faire cette chose-là. En général, quand on joue à un jeu, c'est une motivation purement intrinsèque. On ne joue pas à un jeu pour obtenir des points, pour obtenir, des sous ou pour obtenir un cadeau. On joue au jeu parce que ça nous fait plaisir de jouer au jeu. Donc c'est cette motivation-là qui est quand même assez importante et qui, nous guide beaucoup. Et on sait qu'on a besoin de ressentir de la compétence, de l'autonomie et de l'affiliation pour avoir envie de faire une activité. Donc la compétence, c'est, sentir qu'on progresse. Donc ça va être très important pour le jeu de faire en sorte que les joueurs puissent progresser et puissent comprendre comment progresser. Donc il y a un énorme travail sur, comment faire pour que les joueurs comprennent comment s'améliorer. S'ils meurent dans le jeu, bah, qu'ils comprennent comment pourquoi ils sont, morts et comment, faire mieux la prochaine fois et donc s'améliorer la prochaine fois. Il y a aussi l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est, soit pouvoir, t'exprimer, donc c'est souvent, bah, les chapeaux. On aime bien mettre, des chapeaux pour, exprimer, son autonomie ou, des skins dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup ce genre de travail, mais c'est aussi sur, les choix qui ont un sens pour les joueurs. Donc par exemple, tu as des jeux qui sont dits plus bac à sable comme, Minecraft où tu as plein de choses que tu peux faire. Tu peux résoudre des problèmes de plein de façons différentes et aussi tu peux créer. Donc, tous les jeux où tu as un aspect créatif, en général, c'est assez motivant. Et enfin, l'affiliation, on est une espèce, très sociable. C'est grâce, à notre, entraide qu'on a réussi à survivre et donc les jeux qui ont une dimension sociale, soit, rentrer en compétition, mais c'est surtout la coopération en fait qui est importante, pour, l'être humain, bah, sont souvent des jeux qui sont, plus engageants et donc, qui donnent envie de jouer et de rejouer. Voilà, j'essaye de faire court, c'est difficile, hein, parce que c'est assez compliqué, mais en gros, c'est à peu près ça. Mais je crois que j'ai compris. Quelles sont les principales idées reçues sur les jeux vidéo? Ah oui, il y en a beaucoup et malheureusement, elles persistent. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo, en tout cas d'un point de vue, scientifique, c'était dans les je crois vers 2000-2005. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'a priori sur le jeu vidéo. Comme quoi il pouvait rendre violent ou, heu, on parlait beaucoup d'isolement plutôt que les gens, les enfants qui jouaient aux jeux vidéo allaient s'isoler. Aujourd'hui, on parle, plus, du côté, addictif. On blâme le jeu vidéo, et il dit que ça va rendre, une population addict au jeu. Donc il y a énormément d'idées reçues, c'est assez difficile à combattre, hein, encore une fois. Je sais pas trop pourquoi les jeux vidéo gardent cette image qui dure depuis quand même, des décennies maintenant. C'est arrivé pour beaucoup de nouvelles technologies ou nouveaux types, d'art, hein, la BD par exemple ou même de nouvelles inventions comme la radio. Hem, donc c'est souvent quand quelque chose est nouveau qu'il va y avoir ce genre d'a priori, mais là ça dure quand même depuis pas mal de temps. Hem, alors je ne sais pas trop quoi te dire. Il y a beaucoup d'études sur les jeux vidéo, sur la violence notamment. Il y en a aucune, qui permet, de dire qu'un jeu vidéo peut rendre les gens violents dans la vie réelle. Ça pour le coup, on a quand même, une trentaine d'années de recherche derrière nous qui nous permettent de comprendre ça. Après, il y a toute une recherche sur est-ce que les jeux vidéo, peuvent entraîner, par exemple, l'échec scolaire ou entraîner des effets, délétères. Heu, donc c'est
Bien souvent, le problème, c'est, surtout de regarder pas tellement, c'est pas tellement le jeu vidéo en lui-même, c'est, quel type de jeu, et quel est le contexte dans lequel on joue? Pourquoi on joue? Est-ce qu'on joue parce qu'on a besoin de s'échapper de la vie, réelle qui est un peu difficile à gérer? Ou est-ce qu'on joue juste, pour s'amuser? Et il y a une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daphné Bavelier qui, elle explique, elle a fait beaucoup de recherches sur le jeu vidéo et notamment plutôt sur les aspects positifs des jeux vidéo. Le fait, que les jeux vidéo, on en parle beaucoup moins souvent de ça, mais, a un impact positif sur l'acuité visuelle, sur l'attention visuelle sélective, sur la cognition spatiale. Par exemple, quand tu dois faire une rotation mentale, comme par exemple si quand tu vas conduire un jour, s'il faut faire un créneau, tu dois faire une espèce de rotation mentale dans ta tête. Les jeux vidéo aident à améliorer cette compétence. Et elle explique que, au final, on ne peut pas dire que les jeux vidéo, ont un effet bénéfique ou néfaste. Ce serait un peu comme dire, est-ce que les aliments ont un effet bénéfique et néfaste? Ça a aucun sens, en fait, de se poser la question parce qu'il y a tellement de types de jeux vidéo différents qui peuvent être consommés de tellement de types, de tellement de façons différentes que la question, c'est plutôt de savoir, quel jeu vidéo et dans quel contexte et dans quel cas ça peut avoir un impact positif et dans quel cas ça peut avoir un impact, potentiellement négatif. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus complexe que ça, mais malheureusement, il y a beaucoup de biais de confirmation, qui font que, les gens vont se raccrocher à il va y avoir une étude qui est une étude de corrélation, donc qui ne montre pas de relation de cause à effet et qui fait que, les gens ont encore beaucoup de gens ont encore une opinion très négative, du jeu vidéo. Et encore, il y a une étude très récente qui a été faite par l'université d'Oxford, le Internet Institute, qui a montré cette fois-ci une corrélation positive, entre, le temps de jeu, donc il y avait 2 jeux, il y avait, Animal Crossing New Horizons et c'était Plants vs Zombies, Battle for Neighborhood or something like that, Neighborville. Et ils ont montré que le temps, cette fois-ci vraiment le temps effectif, que les gens jouent, il y avait une corrélation positive avec, le sentiment de bien-être. Alors encore une fois, c'est une corrélation, donc on ne peut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet, mais là, en tout cas, ils ont trouvé une corrélation, opposée à celle que souvent, on parle, qu'il y aurait une corrélation négative entre jouer aux jeux vidéo et avoir un certain, mal-être et qui, d'habitude, sont faits juste par rapport à on demande aux gens combien de temps ils jouent et donc, on se base sur ce que les gens disent et on est très mauvais à, à estimer notre temps de jeu, par exemple. Alors que là, cette étude-là a été faite en regardant vraiment combien de temps les gens jouaient. Bizarrement, on entend beaucoup moins parler. Mais bon, voilà. Il y a encore du boulot, je pense, pour parler de toutes ces choses-là. Alors, je sais que tu es très engagée sur l'éthique et le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, déjà pour n'importe quel, objet, que ce soit un jeu vidéo ou les réseaux sociaux avec lesquels on interagit, il va y avoir un impact sur le cerveau. C'est le cas de tout dans notre environnement, et c'est pas parce qu'il y a une espèce de panique morale sur les jeux vidéo et c'est pas parce qu'on ne peut pas dire que les jeux vidéo créent de l'addiction, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui j'en ai pas parlé, mais c'est pas quelque chose qui fait vraiment sens quand on discute avec les addictologues. Ils expliquent que l'addiction, par exemple, c'est la rencontre entre un objet, donc par exemple, c'est plutôt des drogues, une personne qui a une certaine personnalité et un contexte. Donc, par exemple, si on est très déprimé, s'il se passe quelque chose dans notre vie, etc. Donc, on ne peut pas dire que les jeux vidéo peuvent créer de l'addiction dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas avoir un regard critique et essayer d'améliorer l'éthique de certains jeux et de certaines technologies de façon générale, parce qu'il y a l'utilisation tout de même de ce qu'on appelle les dark patterns. Alors, les dark patterns, c'est en gros, ce sont des designs qui sont faits de façon intentionnelle pour tromper les utilisateurs dans le but de les exploiter et donc de faire plus d'argent, par exemple, ou de les faire rester plus longtemps sur une plateforme. Donc ça, c'est bénéfique pour l'entreprise et c'est au détriment de la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle des dark patterns.
Donc, par exemple, si je sais qu'on ne voyage plus en ce moment, mais c'est arrivé assez souvent, les gens veulent acheter un billet d'avion, donc ils vont pour acheter leur billet d'avion. Et après, ils ne vont pas s'apercevoir qu'on leur ajoute une option pour acheter une assurance pour leur billet d'avion. Mais comme c'est juste une petite ligne qui a été rajoutée et qu'on sait que le cerveau est limité en termes d'attention, on ne s'en rend pas compte. Et au final, on a payé quelque chose de plus cher et on a souscrit à une assurance qu'on ne voulait pas souscrire au départ. Ça, c'est un exemple de dark pattern. Et donc, le dark pattern, ça va être l'exploitation de nos biais cognitifs et de nos limites du cerveau, mais pas dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur, mais plutôt dans le but d'exploiter les gens et d'accomplir nos objectifs. Donc, je travaille sur ça parce que ce n'est pas les jeux vidéo qui ont inventé ça, bien sûr, mais ça commence à fleurir un petit peu dans les jeux vidéo. Et c'est souvent pas juste des dark patterns très clairs, mais c'est souvent des zones de gris, par exemple. Euh, la FOMO, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce mot, ça vient de l'anglais, ça veut dire Fear of Missing Out. Donc, la peur de manquer quelque chose. Et il y a beaucoup de sociétés qui jouent sur cette peur de manquer ou de rater quelque chose d'incroyable pour nous faire acheter quelque chose ou pour nous faire venir sur une plateforme. Les soldes, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire qu'on va nous dire, c'est incroyable, c'est pendant 2 semaines, c'est 2 semaines seulement. Si vous n'achetez pas pendant les soldes, vous allez rater quelque chose d'incroyable. Bon, bah ça exploite un biais qu'on a, donc de la peur de manquer, et ça nous fait aller acheter quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin. C'est souvent couplé avec ce qu'on appelle le manque. Donc, par exemple, la première pandémie, la première vague de la pandémie qu'on a eue, et donc le premier confinement qu'on a eu, je sais que c'était le cas en France, c'était le cas dans beaucoup de pays. En Californie, là où j'habite, c'était le cas aussi. Les gens se sont rués sur les papiers toilettes pour une raison que j'ignore, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais en tout cas, à partir du moment où il y avait une scarcity, comment on dit en français, une pénurie, quand on a une pénurie de quelque chose, tout de suite, on a envie d'en acheter. Même si on n'a pas besoin de papier de toilette à ce moment-là, quand on sait qu'il n'y en a pas beaucoup disponible, ça nous donne envie d'en acheter. Et quand tu couples ça avec la FOMO, donc la peur de manquer, c'est ça qui peut inciter les gens à acheter ou à venir sur une plateforme. Donc, ça a été utilisé depuis de nombreuses années dans de nombreux domaines. Dans le jeu vidéo, on se retrouve ça, par exemple, si tu vas avoir un événement. Et il faut être là pour cet événement, c'est que ce jour-là. Si tu n'es pas là, tu vas rater quelque chose d'incroyable et tu ne vas pas avoir la skin qui est super à la mode. Ben, ça, c'est une façon de mettre de la pression aux joueurs pour les faire venir et jouer au jeu, non pas parce qu'ils ont envie naturellement de jouer au jeu, mais parce que s'ils ne viennent pas ce jour-là, ils vont rater quelque chose d'incroyable. Donc pour moi, ça commence à frôler un dark pattern. Et donc c'est pour ça que avec plusieurs personnes du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, on s'est mis ensemble pour essayer de réfléchir à une charte éthique qui prendra en compte ces éléments-là afin de toujours penser au bien-être des joueurs et de faire en sorte que le jeu vidéo soit intéressant juste par lui-même et qu'il n'y ait pas de ce genre de pression qui soit utilisée pour faire revenir les joueurs ou pour leur faire acheter quelque chose à un moment précis. Mais c'est aussi pour améliorer les conditions de travail des développeurs de jeux, parce que ça, on n'en parle pas non plus beaucoup, mais c'est des conditions de travail assez difficiles. Ce sont des gens qui sont en général très passionnés, qui adorent le jeu vidéo, et donc du coup, ils acceptent de faire beaucoup de temps supplémentaire, et tu te retrouves avec des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, qui travaillent jusque très tard le soir, qui travaillent le week-end. Et ça ne s'arrête jamais parce que les jeux vidéo aujourd'hui sont en continu. Il faut toujours produire du nouveau contenu, sinon les joueurs ne sont pas contents. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont vraiment très, très fatigués et c'est assez compliqué. Il n'y a aussi pas assez d'inclusion. Il n'y a pas assez de femmes, par exemple, dans le jeu vidéo. Donc, il y a beaucoup de problèmes à régler et du côté du respect des joueurs, mais aussi du côté du respect des travailleurs dans le jeu vidéo. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, mais il y a beaucoup de choses à couvrir, on va dire. D'après toi, c'est quoi l'avenir du jeu vidéo? Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, écoute, j'aimerais bien avoir ton opinion à toi, surtout. C'est toi la génération du futur. Moi, je commence à être un petit peu vieille maintenant. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que le jeu vidéo devient de plus en plus un endroit social où on se rencontre.
quand tu regardes que ce soit au Fortnite ou, au Roblox, ça devient vraiment un lieu social. Donc c'est pas juste un jeu, mais on va se retrouver, dans cet environnement juste pour, discuter, danser ou faire des choses, créer et qui sont pas nécessairement liées au jeu lui-même. Donc de plus en plus, on voit ça qui se développe. On appelle ça la métaverse. Donc ça fait référence à un environnement qui est virtuel et dans lequel, on va se balader, interagir, et créer des liens. Et donc on va avoir, des liens sociaux dans cet, univers, virtuel qui va être aussi riche que les liens qu'on peut avoir, avec, les gens dans la «vie réelle» entre guillemets. Enfin, c'est quand même la vie réelle. C'est toujours, c'est un problème avec cette différenciation virtuelle ou pas. Là, on a une conversation virtuelle, on n'est pas face à face, mais ça ne change pas la qualité de notre échange. Donc on voit ça de plus en plus. On va parler Fortnite, on est bien obligé, hein. Comment s'est passé comment s'est passée ta rencontre avec les créateurs du jeu et qu'est-ce qui les a décidés à t'engager? Oui, alors moi j'ai j'ai été embauchée par, Epic Games, et quand je suis allée chez Epic Games, c'était, là, c'était en 2013. C'était à l'époque où, LucasArts avait été fermé parce que, ça a été racheté par Disney, donc ils ont fermé la branche jeux vidéo, donc j'avais plus de travail et donc j'ai rencontré plein de développeurs de jeux, dont Epic Games et justement, donc il y avait plusieurs jeux qui étaient en développement à l'époque chez Epic quand j'ai fait, mon recrutement là-bas et bah, c'est Fortnite, moi, qui m'a intéressée le plus parce que j'ai trouvé que c'était assez différent. J'ai trouvé déjà qu'il y avait plus de diversité dans les personnages de Fortnite. Alors c'était il y a très longtemps, hein, donc c'était encore, dans c'était encore très, en prototypage, donc c'était pas aussi beau que ça l'est aujourd'hui, mais il y avait déjà plusieurs types de personnages, plusieurs, formes de personnages. C'était pas que, des personnages qui étaient, tout maigres et puis, tous très beaux et puis, tous, blancs. Il y avait beaucoup de diversité, donc moi j'ai trouvé ça chouette et j'ai beaucoup aimé l'assemblage de la construction avec le combat. Ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite trouvé ça chouette. Donc, c'est Epic qui m'a embauchée et j'ai eu la chance que l'équipe Fortnite, était, très intéressée par l'expérience utilisateur et par comprendre comment on peut avoir une démarche un peu plus, scientifique pour améliorer le jeu plutôt que de se baser sur, nos intuitions et se battre avec, toutes les opinions, différentes et donc j'ai eu la chance de travailler avec, cette équipe de façon très rapprochée et j'ai vraiment beaucoup aimé, travailler avec eux. Il y avait beaucoup de challenges, c'est très compliqué en fait Fortnite, ne serait-ce que la construction, c'est difficile déjà pour les joueurs à apprendre à construire efficacement, c'est Comme pas moi. évident. Ça t'implique combien de temps, toi, d'apprendre Je sais toujours pas à le faire. construire? C'est vrai? Bah, tu vois, Oui. c'est un échec du X. C'est-à-dire que si les joueurs n'arrivent pas bien à prendre en main la construction, bah, c'est notre faute. C'est qu'on n'a pas réussi à rendre l'interface assez intuitive, pour que ce soit facile à prendre en main. C'est vrai que c'est difficile, hein, la construction dans Fortnite, hein, j'avoue. Bon, en même temps, je joue pas tout le temps, hein. Mais bon, justement, on devrait pas, les joueurs ne devraient pas, jouer constamment pour pouvoir être bons, dans un jeu. Donc bon, c'est à nous d'essayer de faire en sorte que le jeu soit approchable par tous, aussi accessible à tous. Donc on réfléchit beaucoup à des questions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est important que le jeu soit inclusif et que tout le monde puisse jouer et qu'il y ait pas de pression, qu'il faille pas, s'entraîner des heures par jour pour avoir du fun dans Fortnite. Peux-tu me parler de tes projets du moment ou à venir? Oui, j'en ai pas mal. Bah, déjà, j'essaie d'avancer sur les questions éthiques. Donc j'ai lancé une plateforme, c'est en anglais, hein, pour l'instant, je travaille beaucoup en anglais parce que je suis aux États-Unis. Ça s'appelle ethicalgames.org et justement, donc on essaie d'avancer sur cette charte éthique. Alors avec la pandémie, c'est un peu, compliqué, donc je ne sais pas trop si on va avancer beaucoup cette année encore. Sinon, je travaille sur plusieurs livres. Alors c'est des livres professionnels sur, l'expérience utilisateur, l'ergonomie, les jeux vidéo. Donc j'ai plusieurs livres en cours. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, je fais encore beaucoup de conférences et puis j'ai mon travail de consulting. Donc depuis, en fait 2017, j'ai quitté Epic, en octobre 2017, donc Fortnite venait tout juste de sortir. Battle Royale venait à peine, ça faisait juste un mois qu'il venait de sortir, donc c'était pas encore le succès fulgurant que c'est aujourd'hui. Mais depuis, bah, voilà, 2017, ça fait plus de 3 ans maintenant.
Je travaille en freelance, donc j'aide plein de gens. Donc c'est des gros studios, mais aussi souvent des studios de taille moyenne, voire des studios indépendants pour les aider sur leur challenge à faire en sorte que leur jeu offre la meilleure expérience, possible. Donc voilà. Et j'avance aussi sur les questions d'inclusion parce qu'on a vraiment besoin d'en parler, faire en sorte que le jeu vidéo soit plus inclusif mais aussi l'industrie soit plus inclusive et qu'il y ait plus de gens qui puissent travailler dans ce milieu. Je voulais savoir, j'ai déjà y pensé, est-ce que tu as travaillé avec ceux qui ont créé Among Us? J'ai pas travaillé avec ces gens-là. C'est un jeu vidéo très chouette justement. Je pense que c'est un jeu vidéo qui est intéressant pour l'esprit critique et qui montre beaucoup de biais, où les gens vont se dénoncer les uns les autres et vont se baser, sur des éléments, qui sont pas vérifiables et qui vont se baser beaucoup sur leur intuition. Donc c'est un jeu très intéressant pour l'esprit critique et malheureusement, j'ai pas eu la chance de travailler avec, les développeurs, mais, j'en connais quelques-uns. Je connais plusieurs personnes qui travaillent sur ce jeu, donc peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de travailler avec eux. Et moi, j'ai une question pour toi. Tu aurais des questions? T'as pas des questions sur comment on fait les jeux vidéo? Ah bah si, bah comment on fait? Tu pas une question un peu plus, précise? C'est quoi que tu imagines, ce qui se passe quand on crée un jeu vidéo? C'est quoi ta Des vision, milliards, des milliards de lignes de code totalement incompréhensibles. Alors, le jeu vidéo, c'est pas que du code. Donc, les gens qui s'occupent du code, ce sont les programmeurs. Mais en fait, encore une fois, je t'avais dit, il y a plein de gens différents qui travaillent dans les jeux vidéo. Donc, tu as les gens qui sont designers. Donc, eux et elles vont décider des règles du jeu. Donc, quelles sont les règles du jeu? Voilà, par exemple, dans Fortnite, quels sont les piliers de jeu de Fortnite? Donc, ça va être par exemple le combat, la construction et l'exploration et récolter des ressources. Ça, c'est les piliers de Fortnite. Donc, c'est les game designers qui s'occupent de ça. Après, tu as des gens tu as les artistes. Ils vont essayer de décider de quelle va être l'ambiance du jeu. Donc, par exemple, Fortnite, la direction artistique est très cartoon. Tu vois, c'est très bande dessinée. Donc, il y a une direction artistique qui fait que on va être très dans la bonne humeur. On va pas être sérieux. C'est pas un jeu qui est très sérieux ou très réaliste, par exemple, dans sa direction artistique. Après, tu as tout un travail sur, la musique. Quel type de musique va accompagner Fortnite? Il y a tout un travail aussi sur ce qu'on appelle le sound design, donc le design des sons que tu entends. Donc, quel genre de son tu dois entendre quand tu trouves un coffre, par exemple, ou quand tu, commences à construire, tu vois le son que tu entends quand tu entends les lattes qui font tic 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 quand tu commences à construire quelque chose, tous ces sons-là sont très travaillés. Et donc c'est énormément de choses qu'il faut prendre en compte et il faut collaborer tous ensemble, aller tous dans la même direction. Ça, c'est pas évident de garder en tête quels sont les objectifs que l'on cherche à faire passer, dans le jeu, et donc se coordonner. C'est très, très long de faire un jeu vidéo. Ça demande, des techniques assez, pointues. Et moi, ça m'attriste un petit peu qu'il y ait plus de gens qui connaissent le développement des films. Par exemple, il y a beaucoup de making of qui sont faits. Il y a pas beaucoup de making of de jeux vidéo pour montrer aux gens, tout le travail que c'est et tous les artistes et les gens passionnés qui sont derrière et tous ces nombres d'heures pour essayer de se coordonner et arriver là où on souhaite arriver. Ok. Et ça a pris à peu près combien de temps pour créer Fortnite environ? Alors, Fortnite, je crois qu'il a commencé à être développé en 2011. Alors à la base, c'était vraiment juste, ce qu'on appelle un game jam. Donc c'est quand les développeurs, ils sont en pause, ils sont entre 2 jeux et puis ils se disent: «Tiens, on va s'amuser, on va faire des prototypes pour voir, ce qui serait drôle, d'avoir dans un jeu vidéo». Et ça a commencé comme ça et puis après ils ont rajouté beaucoup plus de systèmes dans Fortnite. Donc tu vois, de 2011 et c'est sorti en 2017, donc ça a été, 6 ans de développement et c'est encore en développement parce que c'est un jeu, qui est, qu'on appelle live. Donc une fois qu'il est sorti, c'est pas fini. Il faut en fait continuer à le faire vivre et à faire en sorte que les joueurs soient toujours intéressés. Donc c'est très, très long. Parfois, en fonction des jeux, ça peut prendre plusieurs années, ouais. Et toi, c'est quoi ton jeu préféré? Alors j'en ai pas mal. Déjà, il y a Among Us que j'aime beaucoup. Ouais, Le Fortnite, c'est très bien. Les jeux Mario, j'aime aussi pas mal. ouais. Brawl Stars, qui est un super jeu, tous mes Ouais. copains adorent. Ah ouais, c'est vrai qu'il est bien bon ça. Et un jeu sur l'esprit critique, est-ce que ça te dirait? C'est génial, il faut plus d'esprit critique. Ça doit pas être facile à faire, mais j'adorerais voir ça et j'adorerais jouer à ce genre de jeu. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 10 ans que tu étais? Aïe, 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 ah c'est dur! J'aurais envie de lui dire, de profiter,
de ces moments d'insouciance moi, quand j'avais 10 ans, je jouais beaucoup, en fait, aux jeux vidéo avec mes parents. Et oui, de profiter de ces moments où on peut juste s'amuser, où on n'a pas beaucoup de choses à gérer dans la vie, et voilà, de profiter de tout ça, des moments en famille, des moments avec les amis et avec les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou d'autres jeux. Voilà ce que je lui dirais, je pense. Merci beaucoup Célia, je me suis régalée. Avec grand plaisir.